Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de recevoir chez vous ce nouveau numéro de Cercle du Livre. Et bonsoir Samy. Bonsoir Marc, bonsoir à tous les auditeurs de l'émission. Bonsoir. Décidément, les œuvres littéraires collectives se suivent. Après Ainsi parla l'oncle, suivi de Revisiter l'oncle, voici, Madame, Monsieur, Haïti par monts et par mots. En effet, l'association Étonnant Voyageurs Haïti vient de lancer le 22 avril dernier au Gonaïves un ouvrage collectif qui réunit les textes de 38 auteurs haïtiens et étrangers intitulé Haïti par monts et par mots. Préfacé par l'écrivain Louis-Philippe d'Alembert, cet atlas littéraire comporte 40 textes d'auteurs haïtiens vivant à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, mais aussi de 5 autres auteurs originaires de France et des États-Unis. 40 textes jusque-là inédits, un mélange de poèmes courts et de poèmes longs, de récits brefs et d'extraits qui deviendront probablement des romans. Chacun à sa façon, ces textes évoquent des lieux d'Haïti, imaginaires ou réels, connus, peu connus ou mal connus, mais qui veulent constituer en fait une géographie littéraire d'Haïti. Membre de l'association Étonnant Voyageurs Haïti, auteur-contributeur dans ce collectif Haïti par monts et par mots, Evelyne Trouillot et Gary Augustin sont nos invités cette semaine. Evelyne Trouillot, bonsoir et bienvenue dans le Cercle du Livre. Bonsoir Marc, bonsoir Samy, bonsoir à tous les auditeurs. Gary Augustin doit nous rejoindre incessamment. Mais juste avant, et passons à l'émission, Evelyne Trouillot, nous sommes très heureux de vous accueillir une deuxième fois à Cercle du Livre. Comment est née l'initiative de faire un ouvrage collectif sur les lieux d'Haïti? Je crois que nous avons eu l'envie au niveau de l'association de faire quelque chose ensemble, puisque c'est une association qui, comme vous le savez, a pris naissance en 2007 et nous avons commencé avec le festival Étonnant Voyageurs Haïti en novembre 2007. Et je dis rapidement pour les auditeurs que l'association Étonnant Voyageurs France existe depuis 20 ans et qu'ils organisent un festival à Saint-Malo. Et ils ont une édition au Mali et depuis 2007, ils ont une édition haïtienne qui se fera chaque 2 ans. Donc, pour nous, au niveau de l'association, c'était important de faire quelque chose ensemble. Et nous avons pensé à ce livre, à ce regard tourné vers Haïti, ce regard des écrivains vers Haïti. Et nous avons demandé aux écrivains de choisir un lieu et d'écrire sur ce lieu, à leur façon, ce qu'ils voulaient. Et les critères, c'était simplement que la personne devait avoir publié un livre. Et pour les étrangers, bien sûr, puisqu'il y a 5 étrangers, comme vous l'avez dit, il fallait qu'ils connaissent bien sûr Haïti. Ce sont des gens qui connaissent Haïti, qui ont vécu ici, qui voyagent souvent en Haïti et qui ont développé aussi un attachement à ce pays. Donc là, nous avons des textes qui parlent d'Haïti et des lieux d'Haïti, mais bien sûr d'une façon spécifique à chaque écrivain. L'association Étonnant Voyageurs Haïti regroupe combien d'auteurs? Une idée? L'association regroupe pas seulement des écrivains, pas seulement des auteurs. Il y a des journalistes qui sont membres, il y a des historiens, il y a différentes personnes, comme par exemple Jean Coulange qui est membre de l'association, il y a Jean Lérisson, je cite les noms qui me viennent en tête, Pierre Buteau. Vous voyez les gens qui ne sont pas des écrivains, qui sont membres de l'association. Et cette association, née à partir du festival, continue de fonctionner. Et cette activité est la première que nous réalisons ensemble. Donc c'est une association qui se charge de la préparation et tous les 2 ans de la tenue des rencontres entre auteurs de Étonnant Voyageurs Haïti. Oui, ça veut dire que Étonnant Voyageurs, le festival Étonnant Voyageurs, sa façon de fonctionner, c'est justement d'inviter des auteurs à venir en Haïti, à rencontrer les lecteurs, à échanger entre eux. Et c'est vraiment un lieu de rencontre, de partage autour du livre. Par ce livre donc, Haïti par monts et par mots, un atlas littéraire, vous
vous venez donc de lancer les éditions Haïti oui, étonnant voyageur. Justement, c'est la première réalisation de l'édition Haïti étonnant voyageur. Et pour nous, c'était important de toute façon, c'est une association qui est avant tout concernée par les livres et par la littérature, et de lancer cette première publication que nous espérons rendre accessible surtout au niveau des écoles, des scolaires et des jeunes aussi. Et Haïti par mots et par mots, une géographie littéraire et haïtienne, c'est une idée originale, n'est-ce pas, Evelyne? Bon, c'est une façon de provoquer un autre regard, un autre regard, et de la part de l'écrivain, puisque c'est une écriture consciente à partir d'un lieu. Parfois, l'écrivain écrit d'un lieu, mais c'est pas conscient. Et là, nous avons demandé aux écrivains de choisir un lieu. Il n'y a pas eu de contrainte. Simplement, le lieu devrait être en Haïti, c'est tout. Et il n'y a pas eu de contrainte non plus au niveau de la forme. C'est pourquoi vous avez des textes de fiction, comme vous l'avez dit, très courts. Vous avez des poèmes longs, des poèmes courts. Il y avait bien sûr des contraintes au niveau des signes, du nombre de signes, mais il n'y avait pas de contrainte sur ni la forme du texte, ni le choix du lieu. Donc l'écrivain était libre de choisir ce qu'il voulait. Et ce regard nouveau de l'écrivain, nous l'espérons, va provoquer un nouveau regard aussi de la part des lecteurs. Tout à fait. Regarder autrement, regarder différemment le pays. Par contre, tous les départements ne sont pas représentés. Il y en a qui manquent à l'appel. Oui, justement, puisqu'il n'y a pas eu de contrainte. Ce n'était pas vraiment un atlas géographique. Nous n'avons pas dit, toi, tu vas écrire sur les Nippes, toi, tu vas écrire sur le Nord, etc. Les écrivains ont choisi les lieux, selon leur sensibilité. D'abord, j'ai l'impression, leur sensibilité littéraire aussi, et leur affinité, leur goût et leur connaissance de la zone, bien sûr. Et malheureusement, comme vous le dites, il y a des départements absents, les Nippes, le centre et le nord-ouest sont absents. Oui, par contre, c'est un constat à faire. La Grand'Anse a eu beaucoup de textes. Oui, l'ouest est le mieux représenté, il faut le dire. Et après, il y a la Grand'Anse et ensuite le sud. Le sud et la Grand'Anse sont très bien représentés. Nous avons beaucoup de textes sur Cavaillon, les Cailles, Bénet, etc. Et pour se défaire de cette tendance de la République de Port-au-Prince, le lancement a eu lieu au Gonaïves. Au Gonaïves, justement. Et nous avons choisi le 22 avril, date anniversaire de la naissance. Parce que la mort, il y a toujours un doute. On ne sait jamais. Donc, on n'a jamais su la date exacte. Mais nous avons choisi le lieu et la date de naissance de Jacques-Stéphane Alexis. Justement. Et la ville des Gonaïves, c'est une ville quand même qui mérite qu'on lui accorde une attention particulière. Donc vous donnez là un exemple de décentralisation. Bon, nous espérons. Donc il n'y a pas eu non plus de contraintes de langue. Non, justement, c'est bien de le mentionner également. Les écrivains pouvaient écrire, bien sûr, dans les deux langues du pays, le français ou le créole. Et nous avons eu des textes en créole, beaucoup moins que les textes en français, c'est vrai. Mais il y a eu des textes où il y avait une partie française et une partie créole. Il y a des textes qui ont été traduits aussi. Oui, donc c'est parce que le texte justement de Ben Fountain, qui est un écrivain américain, qui a écrit un texte sur Martissant, je crois, oui. Oui, c'est un endroit à Martissant qui s'appelle Impasse Tempête. Impasse Tempête, et que j'ai traduit. Et parce que c'est quelqu'un qui connaît Haïti et qui a voulu écrire un texte sur cette zone. Mais paraît-il qu'il parle créole. Un peu, mais pas assez pour pouvoir écrire aussi dans la langue, parce que c'est autre chose que revenons donc d'écrire. À la thématique du livre Haïti par mots et par mots. N'y a-t-il pas lieu de voir dans cet ouvrage, Evelyne Trouillot, de cet ouvrage collectif sur les lieux d'Haïti comme un anachronisme, puisque nous parlons de jours pendant ces derniers temps, on parle de cosmopolitisme littéraire, comme quoi l'écrivain d'aujourd'hui n'est d'aucun lieu. Bon, moi je crois qu'on soulève souvent cette question lorsque les écrivains des pays qui ne sont pas des pays industrialisés, des grands pays industrialisés, parlent de leur lieu. C'est toujours la question qui vient, alors qu'il y a tant d'autres ouvrages qui sortent sur la France, sur les États-Unis, on ne soulève pas la question. Alors moi je ne vois pas pourquoi les écrivains haïtiens ne peuvent pas parler de leur lieu. Donc, et ça n'enlève rien au caractère
universel. Je dis entre guillemets universel parce que je reviendrai là-dessus. Parce que l'universel fait toujours référence à un centre et il y a toujours quelqu'un qui décide qu'est-ce qui est universel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, je dis que les textes qui parlent d'Haïti et qui parlent des lieux d'Haïti, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas ce caractère ouvert à tous. Hein. Ce sont des textes, pour la plupart, ce sont des textes qui sont assez beaux, hein, très beaux. Il y a de très beaux textes. Moi, j'ai pris plaisir à lire. Bien sûr, j'ai lu la première fois en recevant, mais j'ai pris plaisir à relire les textes. Et ce sont des textes différents. Il y a différents styles. Il y a différentes manières de regarder le pays aussi, différentes visions. Et il y a des textes de fiction, il y a des textes qui ont beaucoup de réflexion dedans, il y a des textes qui sont presque des essais. Il y a différents types de textes, il y a des textes très poétiques. Donc, je pense que c'est une aventure. Ça a été pour nous une aventure de faire ça, de réunir tous ces auteurs et de voir premièrement qu'ils répondaient à l'appel de manière aussi importante parce que bien sûr il y a des auteurs qui ne sont pas là, le nombre des femmes est très limité. Très limité. Et il y a des gens qui n'ont pas pu participer parce qu'ils avaient d'autres contraintes qu'ils n'ont pas pu. Pour des raisons diverses. Oui, pour des raisons diverses, ils n'ont pas pu participer. Et c'est dommage. Mais nous avons ouvert l'invitation à beaucoup de gens. Vous voyez, il y a des auteurs qui vivent en dehors d'Haïti, qui ont participé, qui vivent en Europe, qui vivent au Canada et aux États-Unis, qui ont participé. Il y a des auteurs qui vivent en Haïti, bien sûr. Et je pense que ça, c'était la première étape de l'aventure, réunir tous ces gens. Et ensuite, recevoir les textes et voir comment configurer Haïti à partir des textes reçus. Et nous avons constaté que, bien sûr, qu'il y avait des départements qui n'étaient pas représentés. Mais on n'y pouvait rien. Oui, parler d'Haïti, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais parler des lieux précisément, est-ce qu'on ne peut pas lire cet acte comme un retour à la couleur locale du mouvement patriotisme, par exemple? Non, mais parler des lieux pour dire quoi? Parler des lieux. Parce que vous savez, aujourd'hui, et comme il était aussi à l'époque du mouvement patriotisme, Haïti est quand même jouit d'une très mauvaise presse à l'échelle internationale. Donc, est-ce que c'est pas un acte comme les poètes du mouvement patriotiste que... Bon, je ne dirais pas que c'est un... je vais pas approfondir cette analogie, cette comparaison. Je veux simplement dire que pour nous, cette démarche, c'était peut-être bousculer un peu les images, justement. Puisqu'il y a toujours une représentation qu'on se fait d'un lieu, hein. Quel que soit le lieu d'ailleurs. Il y a une représentation qu'on se fait des États-Unis d'Amérique, il y a une représentation qu'on se fait de la France, qu'on se fait de la Martinique, qu'on se fait d'Haïti. Et c'était justement casser ces représentations et donner l'opportunité aux écrivains de dire leur façon de voir ce lieu choisi par eux. C'est-à-dire offrir aussi aux lecteurs une autre façon de regarder le pays. Et je pense que c'est important. Et c'est vrai qu'Haïti est un pays qui est maltraité par la presse mondiale, je dirais. Et parce qu'il y a toujours des images négatives d'Haïti. Mais je pense que, par exemple, en lisant ce livre, vous allez voir qu'il y a des textes qui sont empreints de douleur et de chagrin, des gens qui regardent le pays avec des yeux nostalgiques de l'enfance et qui disent voilà ce qui s'est passé. Il y a d'autres textes qui sont encore plus durs. Il y a des textes qui sont carrément... au bord du pessimisme. Vous avez trouvé toutes sortes de regards. Il y a aussi cette phrase de Louis-Philippe d'Alembert dans la préface qui m'a marqué, car cette terre ne sait de langue que celle de l'amour, même contrarié. Même contrarié, oui. Une très belle phrase. Alors, un ouvrage collectif sur les lieux d'Haïti peut-il être vu comme une entreprise touristique? Non, justement, parce que la différence entre le tourisme et la littérature, justement, la géographie touristique, le pamphlet touristique, même quand il a une part de vérité, il veut vendre, il présente le pays comme un produit à vendre. Nous ne présentons pas Haïti comme un produit à vendre. Nous le présentons comme un lieu où vivent des gens et qui peut générer une production littéraire.
qui génère une production littéraire, une créativité littéraire importante. Et peut-être sans le vouloir, ça incite vraiment à venir voir cet Haïti. Bon, ça c'est autre chose, mais c'est pas le but premier, c'est pas le but premier du livre, parce qu'il y a beaucoup de, bien sûr, quand vous lisez un livre sur qui se passe en Afghanistan, ça vous donne envie. Bon, si vous connaissez le pays, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas, vous ne connaissez pas, vous sentez quand même une motivation à comprendre, d'abord la façon de vivre des gens, la mentalité des gens, et vous retrouvez l'humain à travers le roman que vous lisez. C'est ça l'importance de la littérature, c'est retrouver l'humain, quel que soit d'ailleurs le lieu. C'est retrouver l'humain que nous partageons tous. Et il nous semble que Gary Augustin ne va plus nous rejoindre. On va poursuivre avec vous, Evelyne Trouillot. Votre texte parle de l'aéroport international de Port-au-Prince. Il raconte les douleurs d'une maman qui pleure le départ d'un de ses fils partis pour l'étranger. Pourquoi la migration? Pourquoi avoir choisi un lieu de partance, un aéroport international? Bon, je fais remarquer que c'est un lieu de partance, c'est un lieu d'arrivée. Hein. Ah, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi? C'est-à-dire... Cela nous a échappé, vraiment. Non, j'ai choisi l'aéroport parce que à chaque fois que je suis à l'aéroport, je vois tellement de... je vois la vie autour de moi. La vie dans des manifestations les plus variées, parfois très comiques, parfois très douloureuses. Et je raconte pas seulement dans le texte, je pense, la douleur d'une mère, je raconte plusieurs douleurs. Il y a plusieurs douleurs dans ce texte. C'est un texte que j'ai écrit avec... j'ai senti cette douleur parce que quand j'y vais et que je regarde les gens, je me dis, mais mon Dieu, il y a tellement de... On sent comme une pulsation de tristesse et de chagrin quelquefois dans les dialogues des gens, dans leurs regards, dans leurs gestuels. Et c'est un texte qui m'est venu tout naturellement quand il a fallu choisir un lieu. J'ai choisi l'aéroport. Et ces jours-ci, je dois dire que je suis marquée par l'aéroport. J'ai écrit un autre texte qui se passe à l'aéroport. Je sais pas, c'est parce que je pense que là, on rencontre la société haïtienne dans sa complexité une. Et avec tous ces préjugés, tous ces problèmes, toutes ces inégalités, etc. On les voit là, c'est palpant à l'aéroport. Et en même temps, on voit les contraintes économiques, les difficultés sociales, les problèmes de langue, tout est vivant à l'aéroport. Et pour moi, c'est comme un microscope. Les adieux, les au revoir. Oui, c'est ça. Les retrouvailles aussi. Les retrouvailles aussi. Cousine moyen t'es dit me choisir une dans trois petites moyens pour me voyer bali. Nous compte comment me choisir qui est-ce qui pralé. Moi mettez au campé et puis me dit nous pral jouer timoun. Tant qu'on dans jardin d'enfants, les petits matelots. Côté mademoiselle là toujours a fait jouer one, jouet collectif y aurait ça. Tout timoun qui est et puis n'a viré en rond. Et puis coup moi frapper même courir à chita. Ça qui pas jouer une chaise là, c'est lui qui perdit. C'est comme ça moi choisi tes anges moyens. Tous les trois courir pour chita et puis petit garçon dans mi-temps pas arrivé. Tous les deux fois yo, c'est lui qui perdit. Moi t'a crié même genre si c'était une dans de l'autre yo. Mais jodi a, c'est pas yo, c'est lui. Li perdit, li doit parti. Les un homme gen déménage, ça qui quitte là toujours plus belle. Jodi a, quitte moi gen 3, quitte moi te gen 8, yon seul maman, yon seul petite. Jodi Assoya dans Brooklyn, yon ti moun ap dormi sans li pas comprendre pour qui maman pas bon côté. Bon mieux mot pour m'expliquer la vie ap sispan fait méchanceté un jour. Li piti en pile. Est-ce qu'elle a quoi me simbal menti? Donc comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un autre regard effectivement parce qu'en général lorsqu'on a un enfant qui part, on voit ça souvent de très bon œil. C'est une délivrance d'avoir un enfant qui part et ça, cela veut dire que cet enfant-là pourra non seulement voler de ses propres ailes, mais aider en retour ses parents. Oui, bien sûr, dans certaines sociétés, et je pense justement, vous avez parlé, Marc, au début de migration, et justement, c'est un fléau, je dirais. C'est un problème mondial. Ça veut dire que toutes ces populations qui quittent leur pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique ou bien dans les pays de l'Amérique latine,
ou bien dans les Caraïbes et qui vont vers d'autres pays, les pays industrialisés. Et il y a toujours cette déchirure, ce tiraillement. Ça veut dire, en même temps, même si la personne dit qu'elle est contente de partir, il y a cette déchirure parce qu'elle est obligée de partir. C'est pas un choix fait dans la liberté de l'acte. C'est un choix parce qu'on est obligé de le faire. Autrement, c'est un problème de survie. Donc, il y a toujours cette déchirure. Hein. Donc, on écrit toujours d'un lieu, on écrit aussi et souvent pour un lieu. Et peut-on dire, Evelyne, que l'œuvre d'un auteur porte toujours l'empreinte de son lieu originel? Comme le proverbe français le dit, la caque sent toujours le hareng. Moi, je ne sais pas si pour tous les auteurs, ça porte l'empreinte, mais pour moi, je crois que c'est important. Et comme je le disais à l'Institut français mardi dernier, je ne peux pas écrire comme si j'étais de nulle part. Yeah. Je crois que pour moi, j'assume d'où je viens et c'est tout naturel pour moi d'écrire comme ça, parce qu'autrement, je ne pourrais pas écrire ce que j'écris. Et je pense que c'est important, quand on écrit, d'être aussi vrai que possible. Vrai dans la complexité de l'être, dans les difficultés de son quotidien, vrai dans la douleur qui peut venir avec ce lieu, et vrai aussi dans la joie que peut amener ce lieu. Et pour moi, lorsque j'écris, j'assume tout ça, je le fais tout naturellement, donc j'écris d'un lieu. Et je pense que tous les écrivains, quelque part, ils choisissent le lieu d'où ils écrivent. C'est peut-être pas le lieu originel, mais ils choisissent un lieu. Le lieu d'écriture. Oui. Hein? Donc c'est peut-être non seulement le lieu, peut-être le pays même, mais aussi la ville ou encore sa chambre. La ville ou encore sa chambre, comme disait Georges Castrat. Donc le pays d'écriture n'est pas forcément le pays d'origine. Mais est-ce que ces textes-là ne s'inscrivent pas dans la problématique de l'enfermement aussi? Bon. Je pense que quand on lit ces textes, on voit bien que ce ne sont pas des textes qui s'inscrivent dans la problématique de l'enfermement. Mais je vais quand même répondre à la question et je pense que, je l'ai dit tantôt, je ne vois pas pourquoi parler d'un lieu, ce serait s'enfermer. Et je crois moi je refuse personnellement de tomber dans ce piège et de ne pas parler d'Haïti pour ne pas courir le risque qu'on me dise que c'est un enfermement. J'assume. J'ai envie de parler d'Haïti, je parle d'Haïti. Et je crois que... justement, il y a peut-être là un piège qui attend certains écrivains qui essaient de se montrer peut-être entre guillemets universels et qui essaient d'écrire en écrivant de nulle part. Et quand on écrit de nulle part, c'est parce que premièrement, selon moi, on n'a pas grand-chose à dire. Parce qu'on a tendance de nos jours, le grand écrivain, le meilleur écrivain, c'est celui qui voyage beaucoup et qui parle des lieux qu'il rencontre, d'autres lieux. C'est la rencontre de d'autres lieux. Oui, mais c'est toujours... J'ai cité la dernière fois l'écrivain Russell Banks, qui m'intrigue vraiment et que j'aime beaucoup comme écrivain et comme personne aussi. Ouais. Parce que j'ai lu ses interviews, je l'ai entendu parler. Il était là d'ailleurs au Festival Étonnant Voyageur en 2007. Qui écrit sur Haïti aussi. Qui a un livre, Le continent à la dérive, dont une partie se passe en Haïti, mais dont la plupart des romans se situent dans le Massachusetts. Il est originaire du Massachusetts. Okay. Et pourtant, c'est quelqu'un qui écrit des textes ça veut dire qui vraiment traduit dans plusieurs langues et qui interpelle les lecteurs de différents pays, de différentes cultures. Parce que justement, il arrive, à travers son Massachusetts, à faire vivre l'humanité, à faire comprendre l'humanité. Et c'est ça qui est important. Donc, il faut aller à l'universel, mais tout en restant soi-même. C'est ça, je pense. Et Philoctète l'a fait, hein, n'est-ce pas? Mais quelle place occupe le topos dans votre œuvre? Et je veux dire, l'aménagement de l'espace dans lequel les personnages évoluent, est-il d'une grande importance pour vous dans la composition d'un récit? Bon, je dirais que non. Pour moi, non. L'aménagement de l'espace lui-même, peut-être je dois visualiser l'espace. Je visualise l'espace dans ma tête. Mais je ne vais pas dans la fiction, dans le récit que j'écris, accorder une importance extraordinaire à l'espace, au lieu. Je ne vais pas le décrire, par exemple. Ça ne m'intéresse pas du tout de décrire les lieux. Par exemple, je me rappelle que, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce projet qui date de 20 ans ou plus, là, le voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Si vous avez lu ce texte, parce que ça date,
et c'était un numéro spécial de Cultura où il y avait un projet du même type, mais ça c'était différent dans la mesure où les écrivains partaient vers les lieux. Les écrivains sont partis en une paire d'écrivains, 2 écrivains par ville. Et au retour, il fallait produire un texte sur ce lieu. Et moi, je me rappelle que c'est peut-être dans ce contexte que Yannick Aens a écrit Le désastre banal, je crois. Non, Lettre des Cailles, je crois. Lettre des Cailles, oui, c'était ça, effectivement. Et il y avait plusieurs écrivains qui ont participé, Ketli Mars, Rodney Saint-Éloi, à ce moment-là, qui était en Haïti, Lionel Trouillot, Georges Castra, et Pradel Henriquez. Je me rappelle que j'étais justement à Jérémie avec Pradel Henriquez. Et au retour, j'ai produit un texte. Et de l'autre côté de la rive, je crois, si j'ai bonne mémoire, et où je parlais des différentes, vous savez, les différentes passes d'eau. Pour arriver à Jérémie, aller à Jérémie par voie de terre, c'est une aventure. Ouais. C'est même un risque. Hein? Donc, je parlais de tout ça. Donc, mais je ne décrivais pas. Pour moi, j'ai utilisé ce topos, si vous voulez, pour faire passer les émotions. Ça ne m'intéressait pas de les décrire. Donc, on peut utiliser l'espace pour rendre plus vivant certaines choses, certains sentiments, certaines émotions, certaines idées. Mais moi, j'ai pas dans mes textes de description vraiment des lieux. Il y a des écrivains qui le font, mais pas moi. Alors, Evelyne Trouillot, on va essayer de viser un peu plus large. Dans ce livre, il n'y a pas que vous. Oui. Okay, heureusement. Quoique Gary Augustin, qui devait nous rejoindre, nous a fait faux bon. Ouais. Il y a aussi un texte que j'ai beaucoup aimé, c'est le texte de Christophe Charles. Oui. Et ça s'intitule Un dimanche de carnaval. Mais juste avant de faire la lecture de ce texte, comment recevez-vous les autres participations, les autres contributions du livre, les autres textes? Et comment moi je les reçois? Tout à fait. Bon, en général, je crois que ce sont des textes de qualité en général. Bon, bien sûr, il y en a que j'aime beaucoup plus que d'autres. C'est une question de sensibilité et de style et d'affinité. Comme pour nous. D'affinité, bien sûr. Mais je pense qu'en général, les textes ont bien... indépendamment du fait que 3 départements ne soient pas représentés, les textes ont bien cerné, si vous voulez, Haïti, en ce sens qu'il y a des textes... très nostalgique, il y a des textes très liés au quotidien, à l'actuel. Il y a des textes très descriptifs aussi. Il y a des textes descriptifs en effet, et il y a des textes très très comment dire, où le lieu est presque absent. Le lieu est là, mais c'est pas le lieu vraiment qui est important. Le lieu est prétexte à autre chose. Donc vous avez différents types de textes, et moi je trouve que c'est bien. Très bien. Alors, le texte que je vais lire, c'est de Christophe Charles. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Et ça s'intitule Un dimanche de carnaval. Et Avenue Magny. Un dimanche de carnaval. L'avenue Magny, un dimanche de carnaval, les motocyclettes dévergondées, les seins de Farnélise, lune mûre, prête à tomber sur ma tête et m'éclabousser de leur sang de bleu. Port-au-Prince ce matin, une grouillade accélérée et les gens filent, se faufilent, tels des spermatozoïdes, les voleurs de banque, les saltimbanques, le marathon de l'obscène, les cintres y touchent, les saintes n'y touchent, ceinture de chair et saint oiseau, lèvres poulpes, elles jouissent à l'unisson, cosmonautes du plaisir, nous sommes les baroudeurs de la joie. Donne, ô Madone, ton corps crispé, ô donne, Farnélise, de mon cœur. Je veux prendre ta chair nue dans ma bouche d'enfant frustré. Ce matin de carnaval, les voitures font un bruit d'enfer à l'avenue Magny et je rêve. Un très beau texte. Je voudrais, puisque vous m'avez demandé mon sentiment par rapport au texte, je voudrais lire quand même un court extrait du texte de Jacqueline Boger-Rosier, qui est une femme qui avait participé, qui avait publié un texte, un recueil dans Haïti littéraire.
de même que Janine Tavernier. Et ce sont des écrivains, des poétesses qu'on ne connaît pas trop. Oui. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'elles aient accepté de participer dans ce recueil. Et le texte de Jacqueline Bogier-Rosier, qui est un poème, c'est La Grandance qui est le lieu choisi. Tu es si près de ma faim et de ma douleur que je ne peux dénombrer les mémoires ensevelies sous les ruines de tes légendes. Dire que depuis la naissance de ma solitude, le temps calme d'un aller-retour ne s'est jamais suspendu à mes rires. Dire que tout rire facile s'absente de mes joies, que mon pouls se fatigue à piétiner des patiences sous le rythme univoque des glaces et du gel de mes longues veilles. Dire que la crainte de ne plus revoir tes lunes géantes hante à jamais mes regards, affole mon cœur, crible mes silences, de fleurs avares, de balles perdues, de pions en déséquilibre. Vous voyez ici, il y a cette douleur de l'exil, de l'absence, de l'éloignement de la terre natale. Ça fait mal de lire parfois, c'est beau, et en même temps c'est triste de voir que ces regards, il y a beaucoup de textes comme ça, hein. On a reçu beaucoup de textes et avec cette nostalgie, cette tristesse d'un pays justement dont on est éloigné. Et je pense que c'est une autre façon aussi de regarder ce pays, surtout pour les jeunes qui parfois ne connaissent pas du tout Haïti, qui connaissent seulement l'Haïti d'aujourd'hui. Okay. Parfait. Alors, on observe la pause. Madame, Monsieur, nos invités Evelyne Trouillot, Gary Augustin nous a fait faux bon, nous l'avions déjà dit. Evelyne Trouillot est notre invitée présente. Alors, elle est membre de l'association Étonnant Voyageur Haïti qui vient de publier un atlas littéraire, un collectif de 38 auteurs desquels elle fait partie. L'émission Cercle du Livre, Samy Janvier et Marc Dorsin à la présentation. Bienvenue dans la seconde moitié de cette édition. Evelyne Trouillot répond cette semaine à nos questions. Elle contribue dans le collectif Haïti par mots et par mots qui regroupe 38 auteurs pour 40 textes. Alors, il y a aussi la participation de plusieurs étrangers, auteurs originaires de France et des États-Unis. Et on peut citer le nom de Monique Méplé-Lassalle, qui est tellement connue d'Haïti, qui finalement n'est plus une étrangère. Je suis contente d'entendre ça. Oui, en effet, il y a Monique qui a très généreusement offert de venir ici, d'ailleurs, pour le lancement du recueil, parce qu'elle lit aussi. Et elle a lu des textes au Gonaïve et dans les vendredis littéraires du 24 avril, qui était consacré au lancement également de Haïti par mots et par mots. Et Monique, en effet, est française, mais elle a passé du temps en Haïti et elle aime beaucoup Haïti. Elle a écrit son texte, c'est Passe G. Il y a aussi Régis Couder, qui a vécu longtemps en Haïti et qui a écrit un poème sur Bénin. Il y a Alain Sancerny, qui est l'éditeur de l'édition, qui a l'édition Rive Continent, Rive Neuve, pardon. Rive Neuve. Et ça, c'est pour les Français. Il y a 2 Américains, Madison Smartbell, bien sûr, qui se passe de présentation en ce qui a trait à Haïti, parce qu'il a écrit beaucoup de... Lui, il parle français. Oui, il parle français. Il a écrit son texte, oui. Et Ben Fountain, dont je parlais tout à l'heure, qui a écrit et qui doit venir d'ailleurs en Haïti très prochainement. Mais ce sont des... Bon, je sais aussi pour Madison Smartbell, c'est des auteurs, en fait. Ce que je veux dire, c'est des gens qui ne font que de la littérature. Ce sont des gens qui pour produisent. Régis Couder, par exemple, Régis Couder, il a publié aussi de la poésie, oui. Oui, il a déjà publié de la poésie. Il va faire sortir un autre recueil, je crois, bientôt. Au bord de la route, une maman triste berce son bébé à l'ombre. 50 uniformes, 100 jambes d'enfants, cascades jaillies de l'école, 500 sacs d'igname, 1000 de charbon, attendent un camion d'argent. Au bord du goudron, 12 filles assises entre des lauriers lessives. Et l'unijambiste entre ses béquilles caresse son coq à 2 mains. Au bord du fossé, un âne estropié broute en maudissant ses maîtres. Des taureaux en laisse mènent leurs gardiens à long des longs jours au marché.
Au bord de la mort, le cochon qu'on saigne hurle de peur et de haine. Une moto noire est paralysée. Son motocycliste est mort. Du bord de la route, les gens sont venus recouvrir son corps de feuilles. Au bord de la route, une maman triste berce son bébé à l'ombre. Et tant de femmes marchent pieds nus, tête chargée, qu'après l'avoir portée de sueur en sourire, c'est elle encore qui porte sur le bord de la route Haïti. Je trouve que c'est simple. Oui. Ça veut dire c'est cette simplicité du regard aussi de l'étranger qui fait que la personne n'est presque plus étrangère au pays. Ça veut dire qu'il y a une communion qui se fait avec ce pays. Et ces étrangers-là, comme je l'ai dit au début, c'est des gens qui sont très proches d'Haïti et qui connaissent Haïti. Ouais. Il n'y a pas un discours sur la réalité. C'est la réalité qui est donnée à voir dans sa beauté, dans sa simplicité, même dans ses bizarreries. Oui. Alors, Samy, tu me laisses lire Tombe Gâteau que tu aimes bien ou tu le lis toi-même? En fait, tu peux dire. Tombe Gâteau, je vais savourer. Tombe Gâteau, c'est de Georges Castra. Je vais chercher le temps de la barque entre les branches. Les mots parlent aux mots à notre insu. Les cœurs parlent aux cœurs. Nos rires font danser les feuilles. Route de Jacmel. Tours et détours pour donner l'élan à notre joie de vivre. Puis tout à coup, un village au nom étrange. Tombe Gâteau. Tombe Gâteau. L'arrêt s'impose pour se ravitailler au moins en fruits frais, en friture croustillante. Je ne veux pas être de la foule des passants qui passent, mais de ceux qui s'arrêtent pour comprendre. Sans effraction, nous entrons dans l'intimité des gens. Maison et tombe forment un tout. La confluence du bonjour et de l'adieu. Pourquoi cette proximité de la vie et de la mort, cette densité des rires et des larmes en un seul virage d'enfant? Des deux côtés de la route, les gens entrent et sortent dans nos phrases. Ils sont la route même. Ils commencent le jour par un trop-plein de paroles et le jour se terminera dans la fumée d'un repas, le seul, ou la fumée d'un brouillard déterré par le froid. Les vieux, majestueux éraflures du temps, décousent des images du passé, tandis que des enfants jouent à saute-mouton avec des petites tombes d'enfants, tombes chaulées au milieu du linge qui sèche. L'une d'entre elles, elle n'a ni croix ni fleurs, seulement l'ombre d'autres tombes, telle l'éternité limpide de notre cri naufrageur. Nous effleurons ici la matière, dans sa fulgurance, son enchevêtrement d'os, de broussailles, de terre rouge, d'herbe en crue, comme une tombe, je suis en cale sèche dans le présent. Chasseur d'écume, je vais chercher le temps de la barque entre les branches. Je fais route sur Jacmel, la grande ville, en pensant aux petits pas de chacun, vers nulle part. Je continue ma route vers la mer au bruit de verre brisé. Je vais y faire la lessive de mon poule. Georges Castra. La vieille maison d'en face. Je vais souvent au petit bar de la rue Caprois, où la bière est très fraîche, à un prix spécial, moins pour boire que pour m'enivrer du regard. Je contemple avec avidité la vieille maison en bois qui se situe juste en face. J'ai l'étrange sensation que se dessine entre elle et moi une complicité, une fraternité, et qu'en la regardant, je me vois du dedans. Elle fouille en moi autant que je voudrais découvrir son secret. Elle coule dans ma bière, me donne le goût du voyage et de grands espaces. De ces deux fenêtres, rappelant les paupières d'un Bouddha en profonde méditation, elle scrute mes entrailles, mes territoires intimes. Pourtant, elle est une banalité pour les gens du quartier et les passants. Personne n'y entre, personne n'en sort. Elle est là, profonde et solitaire. Ma contemplation de cette vieille construction en bois intrigue la serveuse du bar. Une jeune femme dans la trentaine, longiligne, aux jambes d'une rare finesse, aux chevilles parfaites, portant des jupes courtes et des jeans qui moulent admirablement ses fesses. Mais les traits de son visage sont durs. La semaine dernière, d'une
d'une voix un peu frêle, elle m'a demandé pourquoi je passe mon temps à regarder cette ancienne maison. Je lui ai répondu, j'attends que quelque chose y arrive. Quoi? J'attends que le toit s'ouvre et libère des milliers d'oiseaux de toutes les espèces et de toutes les couleurs, comme une immense volière. Cette grande agitation d'ailes bigarrées musicales me serait un bonheur. Je me réjouirais aussi qu'il lui pousse des ailes. Elle a ri aux éclats en allant me servir une autre bière. Ensuite, elle s'est accoudée au comptoir pour me regarder avec une tendresse frôlant la pitié. Toute l'expression de son visage endurci par les cicatrices du cœur révélait que je suis un taré, un raté. J'aime ce texte parce que c'est une maison. Parce que j'ai l'habitude d'aller dans ce bar aussi. Oui, c'est un texte de Bonnel-Auguste. Oui, c'est un texte de Bonnel-Auguste. Et je me rappelle une fois, j'étais là-bas avec Bonnel-Auguste justement. Et je n'ai pas remarqué la maison. C'est après avoir lu le texte. C'est ça, donc le texte nous a forcé à regarder différemment. Je pense que c'est ça la beauté de ces livres. Et parfois, et c'est pas nouveau de faire ça, hein, et de demander, peut-être pas de demander, mais de voir des textes écrits sur un lieu. Et ça vous fait découvrir le lieu, en effet. Vous dites, mais j'avais pas vu ça, moi, j'avais pas vu ça. Alors, autant de textes, autant de mots pour dire Haïti. Haïti par mot et par mot. Oui. Evelyne. Oui, on a justement choisi cette, cette façon de regarder Haïti, parce que premièrement, on a tellement de ce qu'on appelle des morts ici, on a partout, et ce jeu de mots était bienvenu pour le titre de l'Atlas. Mais avant, notre souci premier, justement, c'était c'est pas de forcer l'écrivain, hein, mais d'inciter l'écrivain à regarder justement le lieu. Parce que parfois, on écrit d'un lieu, mais sans vraiment faire attention, sans en être conscient. Et moi, personnellement, je crois que cette expérience m'a permis d'être consciente. J'ai regardé délibérément, l'aéroport. Et je me suis dit, ça c'est un lieu sur lequel je veux écrire quelque chose. J'aurais pu écrire, même si on ne m'avait pas demandé de le faire. Mais là, j'étais consciente de ce regard que je posais sur l'aéroport. Donc, à quand un autre atlas avec les autres régions, lieux qui ne figurent pas? On ne peut pas prévoir. Je pense que l'association aura certainement d'autres projets de publication, mais peut-être pas qu'on ne va pas répéter l'atlas. Je ne pense pas, non. Écoutez, on ne peut pas quand même forcer les gens ou bien à écrire sur un lieu donné, hein, parce que là, tout le charme de l'expérience se perd. Non, je pense que ça nous a permis de faire un constat qui n'est pas, qui est intriguant, qui est intéressant. Il faut regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. Il faut réfléchir sur ce qu'il y a derrière. Pourquoi ces zones auxquelles personne n'a touché, si je le dis. Mais je ne sais pas. Il y a la grandance qui interpelle, qui incite les gens à écrire, beaucoup de gens à écrire. Il y a le Sud aussi, où il y a beaucoup de gens qui ont écrit. Il y a aussi Port-au-Prince, bien sûr, par des gens qui sont originaires de Port-au-Prince et parfois par des gens qui ne sont pas originaires de Port-au-Prince. Parce que les lecteurs peuvent appeler et dire « Je n'ai pas trouvé mon lieu ». Eh bien, justement, on le dit, et je crois que Louis-Philippe d'Alembert le dit dans la préface, dans l'avant-propos. On n'y peut rien parce que c'était au choix des écrivains. Parce que j'ai vu quelqu'un qui voulait acheter un livre et le livre est écrit Jérémie. Il a dit mais pourquoi pas Jacmel Jérémie. Alors le lancement a eu lieu, Evelyne Touillot au Gonaïve, le 22 avril dernier, et récemment, Samy, une table ronde a eu lieu dans les jardins de l'Institut français. Est-ce qu'on a prévu d'organiser, je ne sais pas, d'autres... Non, et maintenant, on va vers les écoles. Okay. Pour nous, c'est important d'aller vers les écoles et nous allons de manière systématique contacter, il y a déjà des directions d'école qui nous ont contactés et nous allons de manière systématique faire un pas vers les écoles, même celles qui ne nous contactent pas, pour que le livre soit mis à la disposition des jeunes. Parce que je pense que il y a un effort à faire en ce sens par les maisons d'édition, par les écrivains, par le ministère de la Culture, la Direction nationale du livre. C'est son souci premier, et de moins c'est sa mission première.
et de rendre le livre accessible aux jeunes. Donc le livre se vendra beaucoup à 200 gourdes pour les écoliers, et ce sera 300 gourdes en librairie. Okay. Au cours du lancement, c'était 250 gourdes. Très bien. Et l'association Étonnant Voyageur, à part la publication de livres, il n'y a pas d'autres... Pour l'instant, non, parce que nous sommes au mois de mai. Et là, nous allons avoir toutes nos ressources et concentrées à préparer le festival. Le festival, okay. Le festival qui aura lieu en novembre 2009, bien sûr, en novembre de cette année. Et dont le thème, justement, la formulation exacte... n'est pas encore arrêté, mais si Haïti regarde le monde regarde Haïti. Très bien, c'est la deuxième participation de l'écrivain Evelyne Touillot à Cercle du Livre. On se le rappelle bien, on vous avait déjà reçu à cette émission. Alors, les projets personnels? Je travaille actuellement sur un texte théâtral qui se passe justement à l'aéroport. et je suis très prise dedans et... En même temps, j'ai d'autres projets en tête, mais là, quand on travaille sur un projet, on est vraiment concentré là-dessus et on est habité. Parce que là aussi, on est habité, c'est comme un lieu, on est habité par le projet d'écriture. Evelyne Touillot est en train de lire quel livre en ce moment? Qu'est-ce que je lis actuellement? Je sais pas, qu'est-ce que je lis? Je me rappelle pas trop bien. Je me rappelle pas trop bien, je dois être franche là, parce que et pourtant j'ai lu quelque chose qui là ça me vient pas en tête. Ça reviendra tout à l'heure. Merci Evelyne Touillot. Merci. Et je vous souhaite bon travail et bon succès avec votre émission qui aura bientôt 2 ans là. Oui. D'accord. En novembre prochain. Merci Evelyne. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Nous allons mettre un terme à ce numéro de Cercle du Livre. Evelyne Touillot a répondu à nos questions. Elle fait partie du collectif Haïti par Monts et par mots, publié aux éditions Étonnant Voyageur Haïti. Nous lui disons donc un grand merci. Nous sommes Samy Janvier Marc Dorsin pour la présentation. Bonne lecture, bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir.